Merci beaucoup le Pôle Finance Innovation pour ce très bel événement. Merci à tous et à tous d'être là aujourd'hui. Je me présente, moi je suis Pierre-Yves Platini, je suis le CEO de Mind FinTech, qui est un journal sur, devinez quoi, sur les FinTech. Voilà. Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde sur la banque de demain avec nos 3 invités décideurs que je vais laisser se présenter rapidement. Aurore, à vous la parole. Alors, bonjour à tous, Aurore Gaspard-Colson. Je suis la directrice adjointe de ESG Réseau France, qui est issue de la fusion de Crédit du Nord et Société Générale l'année dernière. Je suis plus particulièrement en charge de tous les sujets de transformation, donc qui vont passer par la data, le digital, mais aussi les paiements. Et puis, pour ne pas avoir que des ailes et des racines, je suis aussi en charge de toutes les plateformes de traitement, donc tous les back-office, tous les centres d'appel ou les back-office paiement. Alors, Alain Papias. Alors moi, je suis le plus vieux banquier de la place de Paris. C'est pour ça qu'on m'a mis sur l'innovation, si vous voulez. Donc, je suis le chairman. Plus pour votre vision internationale, CIB. Absolument. Voilà. Mais on m'a toujours dit qu'il fallait comprendre l'histoire pour envisager le passé. Donc, je me suis dit, c'est pas complètement idiot. Donc, je suis le chairman de CIB. J'ai dirigé 2 des grandes divisions de BNP Paribas, mais pas le retail. J'ai dirigé tout ce qui était l'asset management, l'assurance, etc., et la banque d'affaires. Voilà, et je suis par ailleurs le chairman des US, du UK, du Luxembourg, et je m'occupe d'à peu près 250 grands clients de la banque dans le monde qui peuvent être ou des corporates ou des institutions financières. Voilà. Merci. Brice, à vous. Bonjour à tous, donc Brice Van der Waal. Je suis donc l'étranger dans le panel ce matin. Francophone d'origine, donc il y aura juste l'accent un peu du Nord, mais voilà. Donc moi, je suis le responsable pour le bureau de Mastercard France. Ça fait 18 ans que je travaille pour l'entreprise. Voilà, et très heureux d'être avec vous ce matin. Eh ben, on est tous très heureux, donc c'est une bonne façon de commencer la journée. Alors, on est aujourd'hui réunis pour parler d'un sujet un peu niche, la banque de demain. Voilà. Donc merci d'avoir accepté de disserter sur ce sujet, sur un sujet aussi vaste. On va essayer un peu de le repérimétrer, de le problématiser, c'est-à-dire que la banque de demain, le futur de la banque, c'est à la fois. Je vous propose de travailler à la fois sur le quoi et sur le comment. Sur le quoi, c'est-à-dire quelle est votre vision. Vous avez chacun une facette, un morceau du puzzle que vous allez pouvoir nous exposer. Mais au-delà du quoi, aussi travailler sur le comment. Comment on y arrive, comment on innove, quels sont les modus operandi. Sachant que, vous l'aurez tous remarqué, il y a eu un changement de contexte. Alors, je ne parle même pas du contexte politique, mais également le contexte économique qui s'est retourné, changement de contexte de taux, etc., etc. Donc, la banque de demain, ce n'est pas forcément la banque de demain dont on rêvait hier, si vous me suivez. Donc, on va un peu travailler là-dessus. On va commencer par le quoi, votre vision, et ensuite, on abordera le comment. Donc sur le quoi, la vision, un petit peu, parlons des forces, des influences, des tendances qui vont un peu façonner cette banque de demain. Je vais commencer par vous, Aurore, si vous le voulez bien. D'accord. Bon, déjà, je suis rassurée parce que tout à l'heure, j'ai entendu on ne va pas parler de demain, mais d'après-demain. Je vais être humble et puis je vais déjà parler de demain. Sur en fait, l'environnement dans lequel on opère, on est une banque, donc on est au service de l'économie. Donc forcément, le contexte économique est un des paramètres clés de la banque du futur. On a vu l'année dernière un changement de taux extrêmement rapide qui a quand même eu des impacts. Et même si ça va se normaliser, c'est un des éléments importants à prendre en compte avec tout le sujet notamment de l'épargne qui va être une grosse tendance de fond. Je dirais ensuite qu'il y a des tendances qui n'ont pas bougé et qui vont façonner demain. Je l'entendais sur la table ronde précédente. On va avoir le digital. On n'est pas allé au bout dans les banques traditionnelles de l'impact du digital sur les modèles de relations clients, sur l'expérience attendue du coup par nos clients, sur la transparence que ça apporte aussi en termes de prix. Donc je pense que c'est une tendance encore. La tendance aussi qu'on voit émerger, c'est la tendance sociétale et environnementale. C'est une lame de fond par les attentes des clients et aussi par la réglementation. Donc ça va façonner tout, notre offre, notre pricing. Et donc, c'est une tendance importante. Je dirais que l'IA et l'IA-Gen est une tendance extrêmement importante, on y reviendra, qui là aussi va être déterminante dans notre façon de servir les clients et de personnaliser notre relation.
et puis également dans l'efficacité. Et puis la dernière, je pense, tendance... Bah non, c'est celle-là. Voilà. Voilà. Donc je dirais qu'il y a des tendances de fond, et après on reviendra sur les attentes des clients. Je pense que malgré le contexte qui évolue, les attentes des clients, en fait, elles demeurent. D'accord, du conjoncturel et du structurel. Brice, je me tourne vers vous également, avec votre vision également, paiement. Quels sont les éléments, quelles sont les grandes forces que vous voyez façonner le futur de la banque ? Alors, donc évidemment, Mastercard, on n'est pas une banque, donc je ne me permettrai pas de commenter à ce niveau-là. Mais par contre, on a dans le monde du paiement quelque chose qui est une conviction très forte, c'est que l'élément de confiance est essentiel quand on s'attache à essayer de capturer des clients et à les garder. Et donc, dans ce mot confiance, il est extrêmement important parce que si on cherche à faire en sorte que les clients vous confient leur argent, ils le feront uniquement si vous avez obtenu leur confiance. Et donc, c'est quelque chose qui, dans le monde du paiement, est extrêmement fort. Et on en est convaincu. Alors aujourd'hui, si on regarde un petit peu et si on essaie d'anticiper ce qui va se passer demain ou après-demain, on voit qu'il y a trois types d'acteurs aujourd'hui qui essayent de s'accaparer ce même fameux client. On a évidemment les banques historiques, traditionnelles, comme la Société Générale et la BNP, mais on a aussi les géants du digital, les GAFAM, qui sont évidemment de plus en plus actifs dans ce domaine-là, dans le domaine des services financiers. Et entre deux, vous avez les fintech, les startups, les néobanques, peu importe un peu comment on les appelle. Mais voilà, ces trois entités, les banques, les GAFAM et les fintech, elles ont toutes des points de départ qui sont un petit peu différents. Elles ont des forces, elles ont des faiblesses. Elles ont des contraintes techniques, des contraintes réglementaires. Elles sont soit très locales, soit globales. Elles ont des infrastructures IT qui sont plutôt agiles parfois, propriétaires même pour Apple, pour Microsoft, ou parfois elles dépendent d'autres. Donc tout le monde a un petit peu, ces trois entités ont des avantages et des inconvénients. Et chacun et chacune vont essayer de jouer de ces avantages et de ces inconvénients pour essayer de démontrer quels sont en fait le meilleur partenaire pour créer cette confiance chez les clients. Donc nous pensons qu'à terme, il va y avoir cette bataille entre ces trois types d'entités pour essayer de gagner cette confiance et finalement capturer les flux financiers des clients comme vous et nous. Merci. Et Alain, notamment sur le CIB, il y a des grandes tendances qui émergent. On parle beaucoup aussi de rapprochement, d'alliance. Votre point, vision là-dessus ? Alors, je pense qu'il n'y aura pas de grand rapprochement, parce que je pense que la régulation ne le permet pas. Je ne suis pas complètement d'accord avec la patronne de la Banque Centrale Européenne sur ce sujet-là, mais tant que Banking Union ne sera pas terminée, vous rachetez une banque dans un pays étranger de l'Europe cœur, de la zone euro, vous avez du cash trap partout, etc. Parce que de fait, les régulateurs locaux et les ministres des Finances locaux ne se sont pas remis de la crise de 2008. Et qu'il a fallu faire payer aux particuliers, quelque part, la note fiscale aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, dont la totalité du système bancaire était en faillite. Pourquoi ? Parce qu'ils achetaient des mortgages américains qui n'étaient pas forcément d'excellente qualité. Donc je pense que tant que la BCE et surtout le Conseil de l'Europe n'aura pas réglé ce problème-là, les grandes fusions bancaires ne se feront pas. Alors par contre, le mouvement que l'on voit, il faut bien comprendre que l'Europe, à la différence des États-Unis, 75% du financement, c'est les banques. Et 25%, c'est le marché. Les États-Unis, c'est exactement le pourcentage inverse. Alors, vous avez vu toutes les études de place, la nouvelle commission qui devrait arriver un de ces jours, se pencher sur la titrisation, etc., etc. Mais ça va progresser, ça prendra beaucoup de temps. Ça prendra beaucoup de temps pour deux raisons. C'est qu'on essaye juste de mettre un petit coup de peinture sur les textes réglementaires européens qui ont été négociés dans les années 2010-2012. Et comme je le disais à la conférence Europlace hier ou avant-hier, le problème, c'est qu'entre 2012 et 2024, dans le monde, il s'est passé pas mal de choses. Il suffit de lire le journal. Et donc, on met de la peinture sur des fissures qui nous mettent en position très décalée par rapport au marché américain.
Deuxièmement, c'est que depuis 2012, on a découvert qu'il fallait financer la transition énergétique et la transition digitale. Et la Commission a chiffré ça entre 600 et 700 milliards par an. Et les marchés là-dedans apporteront 50 ou 70 milliards. Donc il va falloir que les banques, sous réserve que BAL 3 ne leur serre pas trop le coup, ce qui pourrait être le cas, trouvent les 700 milliards. Donc moi, je suis assez confiant sur l'avenir des banques en Europe, mais le message que je passe à tous les clients des banques entreprises, c'est battez-vous, parce que si on a un shortage d'offres de crédit par rapport à la demande, les marges vont monter. Et ce n'est pas la banque américaine qui viendront financer le fabricant de boulons de la Creuse. Ça restera les banques françaises, pareil en Allemagne et tout. Donc je pense que les chefs d'entreprise que certains vous devez être, battez-vous pour que BAL 3 ne soit pas mis en place comme il est prévu. Parce que par ailleurs, si l'élection américaine donne comme résultat M. Trump, la régulation américaine va disparaître. Et donc, vous gardez le micro. Si vous voulez. Enfin, vous gardez la parole en tout cas. Le conclusif, c'est par rapport à cette tendance-là, comment vous voyez le résultat final, si vous devez faire un pari sur la banque, et puis ensuite on se retournera vers Brice et Aurore. Dans les métiers que je connais, ce qui se passe déjà depuis quelques années, c'est que la taille critique est très liée à la complexité et au coût des infrastructures. Vous prenez les salles de trading, si vous n'avez pas certains volumes, la capacité d'investir dans des outils très nouveaux, éventuellement d'ailleurs avec des fintechs, développer l'intelligence artificielle, les modèles de risque, etc., vous ne tenez pas. Et donc ce qu'on a vu en Europe, c'est ce que j'appellerais effusion par le bas. C'est-à-dire des gens qui ont abandonné certains métiers, et qui ont sous-traité une partie de leurs activités de marché aux maisons qui avaient la capacité à leur offrir le même service en white labeling. Pour vous donner un exemple, moi j'ai négocié en 2013 tous les produits structurés actions vendus par Royal Bank of Scotland et sa banque privée très connue qui est Coates, puisque c'était la banque de la reine, sont fabriqués et tradés chez BNP Paribas sous tampon RBS. Ils n'ont rien gardé, ni front, ni book de trading, ni reporting de risque. Ils vendent un produit au client qui est fabriqué par un tiers. Et on a vu ça dans plusieurs pays, et ça va continuer. C'est ce que j'appelle effusion par le bas. C'est-à-dire les plus grands émergeront, et les autres abandonneront des bouts de métier, et pour rester vis-à-vis de leurs clients avec suffisamment de produits, les achèteront à l'extérieur. Très bien. Brice, je voyais opiner. Je vous passe la parole sur la vision de la banque de demain. Alors, ce que dit Alain sur la taille critique, je pense que ça va être également un élément essentiel pour toutes ces trois entités que je mentionnais tout à l'heure, les banques, les fintechs et les GAFAM. Aujourd'hui, dans tout le bruit qu'on entend en tant que consommateur, la taille va être essentielle en fait, pour pouvoir émerger en tant que fournisseur de services financiers. Donc ça va être un premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est que il va falloir à un moment être profitable. Aujourd'hui, les GAFAM, ce n'est pas un souci. Les banques, je crois que ce n'est pas un souci, ou en tout cas pour l'instant, ça va. Les startups, les fintechs et autres néobanques, ça reste un challenge. Donc là, il va falloir qu'à terme, elles soient rentables. Ça prend parfois un peu de temps. On a vu Uber, ils ont mis quasi 15 ans pour être rentables, mais ils y sont arrivés. Donc le stock price avait aussi augmenté par la même occasion. Mais voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va être essentiel. Ce qu'on commence aussi à avoir comme grosse tendance, c'est que les services financiers sont de plus en plus intégrés. Alors on parle de embedded finance, c'est un mot c'est un anglicisme un peu compliqué, mais en gros ça veut dire simplement que au lieu de toujours devoir effectuer des opérations financières en deux temps, je vous donne l'exemple, on veut faire un emprunt immobilier, vous contractez, vous discutez avec le vendeur du bien, et puis vous devez aller voir votre banque pour qu'elle vous donne le prêt, ou bien vous voulez acheter une télé, vous devez avoir une carte de crédit ou après disposer d'un plan de financement. Tout ça, ça va s'intégrer de plus en plus. Donc je pense que les acteurs qui veulent fournir des services financiers aux consommateurs vont de plus en plus s'intégrer au sein de cette chaîne de valeur dans son entièreté. Et on a vu notamment, Apple a annoncé il y a 1 ou 2 jours la possibilité, donc quand vous utilisez Apple Pay, de payer directement avec des facilités de crédit intégrées dans le téléphone. Donc vous n'avez plus besoin
de devoir après revoir votre banque pour lui dire je voudrais faire un installment, un plan de financement de votre achat immédiat. Donc on voit de plus en plus que ces acteurs viennent introduire les facilités de paiement directement dans le processus d'achat. Donc ça c'est quelque chose qui à mon avis sera également une grande tendance pour le futur des services financiers. Donc on revient, donc là on se rapproche du sujet B2C. Donc naturellement, je me retourne vers vous, Aurore. Alors, je dirais que dans la banque de détail, la taille, en effet, c'est également un sujet clé. C'est pour ça qu'au sein du groupe Société Générale, on avait 2 groupes, Crédit du Nord et Société Générale, qu'on a fusionnés en 2023 pour atteindre 9 millions de clients sur tout segment de marché. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis, c'est pour ça aussi qu'au sein du groupe Société Générale, dans la banque de détail, on a 2 modèles. Une banque traditionnelle et puis aussi un modèle digital à distance avec le leader Boursorama. Donc, en fait, ce sujet de taille critique est important, en effet. Après, nous, dans la banque de détail, on a un autre challenge, c'est finalement de réconcilier la satisfaction client et l'efficacité. Et là, finalement, on va en revenir aux leviers qui vont nous le permettre, qui vont être justement le digital, la data, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a des attentes des clients qui sont assez claires et je pense qu'elles ne vont pas tellement bouger, en fait. En fait, ce qu'ils nous disent, et je pense dans tous les modèles, c'est je veux en fait une banque à la hauteur de la promesse. Vous êtes une banque, vous me dites que vous êtes une banque relationnelle, par opposition à d'autres modèles dans d'autres pays qui sont plus transactionnels. Nous, on a en gros la capacité à servir nos clients dans leurs besoins de banque au quotidien, d'épargne, de financement et donc d'assurance. Et là, si on est une banque relationnelle, le premier élément, c'est qu'il faut qu'on soit joignable. Donc les clients nous demandent, et vous êtes client, et ça sur tout marché, d'être une banque qui est capable en fait d'être joignable. Et même, ils nous disent qu'ils veulent qu'on soit proactif, capable de les accompagner dans justement des besoins qui sont complexes, puisque finalement, les transitions dont on parle énergétiques, un client PME, il n'a peut-être pas la capacité à comprendre la réglementation qui arrive, à voir en fait quel financement il doit opérer pour baisser son empreinte énergétique. Donc là, je pense que c'est un premier élément d'attente. Il nous demande aussi d'être experts, parce qu'encore une fois, la finance, c'est un peu aride. On ne se réveille pas en voulant acheter une assurance, en se disant, tiens, comment je vais épargner pour le futur. Donc on a une nécessité en fait, d'être à la hauteur de l'expertise. Et puis, il nous demande d'être aussi une banque efficace, c'est-à-dire que, moi, je le traduis toujours en... c'est nous qui devons être le middle de notre client, enfin, de nos clients, et pas l'inverse. C'est-à-dire, c'est pas au client de se dire, attends, excusez-moi, dans les documents, est-ce que je vous ai donné les bons? Est-ce qu'on est bien sûr, en gros, de la date? Donc, voilà, ça, c'est un sujet aussi fondamental d'attente de nos clients. Et je dirais que la banque de demain, elle doit répondre à ces sujets d'attente client, tout en le faisant efficacement, puisqu'on a quand même un enjeu aussi, encore une fois, de profitabilité, d'efficacité. Et là, on va avoir des leviers qu'on a commencé à déployer. Le digital est un bout de réponse. Voilà, le digital, c'est ce qui permet à des clients qui veulent être autonomes de faire leur parcours en autonomie. C'est ce qui permet aussi d'avoir développé beaucoup de fonctions de self-care. Nous, on s'est donné un objectif au sein de Société Générale en termes de clientèle de particuliers. C'est 30% de nos ventes qui devraient être faites en toute autonomie, en full online en 2025 sur les produits cœur des particuliers. Et puis la data et l'IA, à mon avis, et l'IA générative, ça va être aussi un gros levier parce que, par exemple, je l'entendais tout à l'heure, mais sur la capacité à être joignable, il y a des sujets qu'on va pouvoir en effet... Alors, il faut les tester économiquement, réglementairement, mais qui vont nous permettre d'adresser les 32 millions de calls par an qu'on a et les 3 millions de chats, par exemple, et qui, normalement, pourraient à la fois permettre de répondre efficacement et tout en ayant de la SAT client. Parce que je pense que le client, en effet, il veut une réponse à première demande. Voilà, donc c'est ça, en fait, la banque de demain. Il faut qu'elle réconcilie la SAT, la perf, avec en effet l'efficacité, avec ces nouveaux leviers, plus digital, plus data, mais quand même, à la fin, plus humaine aussi. Très bien. Alors, forcément, la question suivante, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait? Et là, je parle de façon moins terre à terre, c'est se pencher un petit peu sur les fonctions innovation, fonctions développement produit, réorganisation, que ça soit des fonctions internes aux organisations, donc les différents départements innovation, les discussions franches et vives qu'il peut y avoir entre les directions métiers et l'IT, donc vraiment l'interne, oui. Et également les compétences,
les fonctions externes, donc partenariat avec les startups, partenariat avec les plateformes, sachant qu'il y a eu un peu de vécu au cours des 10-15 dernières années sur la transformation de la banque et que c'est plus la même organisation, en tout cas c'est plus la même vision de l'organisation qu'on peut avoir. Donc je vais me tourner vers vous, Aurore, et puis ensuite on va repasser, mais comment on s'y prend pour organiser tout ce barnum ? En fait, moi, je me disais, quand on préparait en fait cette intervention, il y a quand même deux tendances qu'il faut articuler. Il y a une tendance à la spécialisation. Il y a beaucoup de sujets où il faut quand même être spécialiste dans tout ce que j'ai expliqué, que ce soit sur le digital, la data, encore plus avec ce qui arrive, le RSE. Et en même temps, on a besoin de se décloisonner. Parce qu'en fait, on a besoin que, en effet, le métier parle à l'IT, que la RSE soit aussi dans le digital, que la data serve des besoins à la fois de... efficacité, donc de process, mais comme de revenus supplémentaires. Donc on a besoin de faire collaborer toutes ces équipes. Je pense que quand on veut, en gros, adresser une tendance nouvelle, on fait des équipes. Donc on a des équipes RSE, on va avoir des équipes innovation, on a des équipes digitales, on a des équipes data. Et puis au fur et à mesure, tout l'enjeu qu'on va avoir, c'est en fait de les faire disparaître. En fait, il faut que ça irrigue en gros l'organisation. Et à terme, de toute manière, il faut qu'un chef produit soit capable en fait, d'adresser de manière native un produit dans sa composante digitale, les datas, et qu'il soit aussi ensuite accompagné pour travailler avec l'IT. Alors moi, je vais donner un exemple. Il n'est pas sur, en tout cas, une tendance comme l'IA générative pour adresser ces sujets qui sont nouveaux et tester en fait tous les aspects dont je parlais de cas d'usage, de voilà, localisation de la donnée, de modèles économiques. On a mis en fait dans un plateau commun à la fois les équipes métiers, les équipes data et les équipes IT pour que, en gros, les collaborateurs soient ensemble et essaient pas après pas de trouver une réponse pour avoir des cas d'usage qui soient mis en production le plus vite. Très clair. Brice, peut-être, là on a parlé pas mal de l'interne, sur l'externe, sur l'interaction avec les partenaires technologiques, start-up, grandes plateformes. Si vous pouvez nous dire un mot sur votre vision de comment ça s'organise désormais. Alors, merci. Chez nous, Mastercard, évidemment, encore une fois, on n'est pas une banque. Donc, notre objectif, c'est de servir nos partenaires que sont les banques avec des solutions innovantes. On a par le passé développé le sans contact. Maintenant, on parle beaucoup de tokenisation. On parle d'intelligence artificielle. Voilà, sont tous les sujets sur lesquels nous travaillons en interne pour venir justement les mettre à disposition des acteurs des services financiers pour pouvoir justement leur permettre à eux d'avancer. La manière dont on fait ça chez nous, on est une entreprise globale. Notre enjeu, c'est que vous, en tant que porteur Mastercard, vous puissiez aller partout dans le monde et que quelque part, votre expérience de paiement soit la même que celle que vous pouvez avoir aujourd'hui en France, ici. Et donc, tout l'enjeu pour nous, c'est de développer des solutions technologiques innovantes qui vont avoir cette matière commune qui fera que voilà, vous pourrez aller demain faire du sans contact aux États-Unis ou au Japon ou en Australie. Donc ça, c'est comme ça qu'on pense et qu'on développe nos produits. Après, l'autre enjeu qu'on a, et on travaille évidemment parfois avec des partenaires, des startups, etc., mais l'enjeu, c'est de faire en sorte que nos solutions soient les plus fluides possibles, puisque personne ne se réveille le matin en se disant « Mon Dieu, j'ai envie de faire un paiement ». Ce n'est pas encore le cas, même si on fait beaucoup d'efforts pour les rendre agréables. Donc, il faut qu'il y ait de la fluidité. L'autre point, c'est qu'il faut qu'il y ait de la sécurité. Je mentionnais l'aspect confiance du client. Sans sécurité perçue, vous n'obtenez pas la confiance des gens. Donc, dans tous les développements qu'on effectue, la sécurité est au cœur. Et finalement, il faut de la simplicité et de la personnalisation, de plus en plus. Aurore mentionnait le besoin d'avoir une relation personnelle avec ses clients. C'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus, voilà, pour utiliser les dernières technologies à la mode, évidemment, l'IA, la Gen AI. L'IA, on en fait d'ailleurs, juste pour en parler une seconde, on en fait déjà depuis un moment, puisque toutes nos solutions en termes de gestion de la fraude, de la prévention de la fraude, sont évidemment basées sur de l'IA. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Et alors après, par rapport à votre question sur comment on travaille avec les startups, les fintechs, en fait, on les accompagne dès leur plus jeune âge, finalement. Donc, on a des programmes chez nous où on identifie des startups, des fintechs,
et on les accompagne jusqu'à leur croissance à un niveau global, les N26, les Revolut. Donc on travaille de bout en bout, de A à Z, avec tous ces partenaires pour créer l'innovation de demain. Très bien. Et alors, Alain, votre vision sur l'organisation de l'innovation avec évidemment cette CIB, mais aussi internationale, comme vient de l'évoquer Brice. Je crois que les grandes maisons ont flotté pendant quelque temps entre deux modèles. C'est un CNRS central des innovateurs et les métiers qui ont basculé des trucs et qui disaient c'est pas vraiment ce que veut le client, et où une décentralisation à outrance dans les métiers avec l'irruption de trucs qui étaient connectés à rien du tout, et ce qui pose quand même des problèmes un jour. Alors je crois qu'on a fini, après des hauts et des bas, à trouver une espèce de point d'équilibre où en fait tout ce qui est l'infrastructure très technique et la techno, c'est centralisé, éventuellement régionalisé. Et les besoins des clients sont métier par métier. Je veux dire, les besoins de tokenisation pour les émissions obligataires des États souverains et la tokenisation du porte-monnaie électronique du particulier, ça n'a juste rien à voir. Alors, vous avez peut-être en haut la même machine, enfin, le process, etc., est très différent. Je crois qu'on a fini par trouver ce point d'équilibre, c'est jamais parfait. Et comme le disait Aurore, ça veut dire des travaux plus partagés. Et comme vous le disiez, il y a un point fondamental dans la banque, c'est la sécurisation des data, pour deux raisons. Un, on est sûrement les plus gros propriétaires de data au monde, dans le monde financier. Et deux, les régulateurs nous regardent comme ça sur les sujets cyber. Qui est devenu obsessionnel pour eux d'ailleurs, même si eux utilisent des clouds publics dont on n'est pas sûr qu'il n'y aura pas des fuites un jour. Enfin, c'est comme ça. Et donc, du coup, on est obligé d'être dans ces équilibres-là. Toutes les expériences d'intelligence artificielle, hein, je crois qu'on a 900 proof of concept en ce moment chez BNP Paribas, il est clair que ça doit être contrôlé, parce qu'une fois que ça va être dans les machines et accessible, il ne s'agit pas qu'on vienne nous piquer toutes les données. Donc, mais ce point d'équilibre, on l'a trouvé, je crois, plutôt pas mal, mais c'est vrai que ça a flotté pendant un certain temps, parce que d'abord, on est français, on a beaucoup d'ingénieurs, le CNRS est quand même la meilleure école du monde, qui réfléchit beaucoup, qui trouve beaucoup, qui ne brevette pas suffisamment, et on était un peu dans le même schéma. Mais on y est arrivé. Moi, je partage totalement l'avis d'Aurore. Très bien. Alors, on arrive bientôt à la fin, on a encore à peu près 10 minutes, c'est ça? Donc on est plutôt en temps, c'est une très bonne nouvelle. Donc ça va nous permettre de philosopher un peu. Et on va parler de définir le bien, définir le bon. Non mais ça va. Mais si ça vous inquiète, ça va être pour Brice. La prochaine question va être pour Brice. C'est moi qui dois réfléchir au bien. Voilà. D'accord. On peut dissoudre le forum. C'est plus qu'à la mode, donc. Je vais vous enfermer dans votre bureau, ça vous apprendra. Comment... Mais non, mais ça s'adresse à tous les trois. Dans les interactions entre les grands groupes bancaires, les grands groupes de paiement, les startups, alors d'une part, c'est pas le même temps. On le vit différemment. Et d'autre part, c'est pas les mêmes standards de valeur, c'est pas les mêmes critères de réussite. Comment est-ce que chacun d'entre vous, vous définissez une bonne collaboration? C'est pour ça que je vous parlais du bien entre les grands groupes que vous représentez et une start-up. Brice. Bon, d'accord. Alors, j'ai déjà un petit peu parlé de comment on travaille avec les startups, donc je ne vais pas vous le répéter, mais peut-être pour amener un nouveau concept sur ce que l'approche qu'on a de manière globale, c'est on essaie d'être un développeur d'écosystème. D'accord ? Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une volonté profonde de travailler en partenariat avec l'ensemble des acteurs d'un écosystème. De manière très concrète, aujourd'hui, Mastercard travaille notamment avec le GIE Carte Bancaire en France pour accompagner le GIE Carte Bancaire sur des problématiques de fraude, des problématiques de digitalisation. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Alors le GIE Carte Bancaire, c'est pas vraiment une start-up. Hein. Enfin, ça n'est plus une start-up, on est d'accord. Mais c'est juste pour vous donner l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Alors, et après, voilà, on va, je vous le disais, on accompagne les startups du début jusqu'à la pleine, disons, plénitude de leur développement d'affaires. Donc voilà, on est toujours dans cette optique de voir comment nous, on peut soutenir les autres,
parce que c'est notre raison d'être. Sans les autres, en fait, on n'existe pas. Sans banque émettrice de cartes, on n'existe pas. Sans banque qui font l'acquisition des transactions auprès des terminaux, on n'existe pas. Donc voilà, notre vision du bien, c'est de voir comment on peut nous développer des solutions qui viennent permettre à tous les acteurs dans l'écosystème des paiements de faire leur business finalement. Superbe. Sans les autres, on n'existe pas. C'est quasiment du Lévinas. On philosophe toujours avec Aurore pour vous, quel critère de réussite collaboration avec une start-up? Alors, je pense, j'avais dit au départ en pensant à la question que le critère de réussite, puisqu'on collabore souvent avec des fintech par rapport à nos besoins clients, c'est déjà qu'il y a un vrai besoin client. Donc, moi, mon critère de réussite, c'est est-ce qu'à la fin, on est sorti justement du gadget et qu'on a réussi à trouver un public. Et en fait, au-delà de ce vrai besoin client, je pense qu'un partenariat réussi, c'est un partenariat équilibré. Il faut que chacun, en fait, y trouve son compte, mais je dirais qu'en fait, c'est avec les fintechs comme avec toute relation, finalement, avec un partenaire. Nous, je pense que les banques, ce qu'on amène et ce qu'on recherche, enfin, ce qu'on amène, c'est notre base client. Voilà, c'est ça, en fait. Quand moi, je suis dans le retail, j'ai 9 millions de clients, je suis distributeur. Donc, et je pense qu'on collabore avec des fintechs qui vont nous amener, en fait, une accélération dans un besoin client qui serve mieux, sur souvent des verticales, parce que moi je pense que quand il faut en fait adresser des problématiques, souvent quand on est spécialisé, on est meilleur. Donc on travaille avec voilà, des startups qui peuvent nous aider sur les paiements, qui peuvent nous aider sur d'autres sujets. Là, on va lancer par exemple sur notre marché des professionnels, en gros avec un partenaire, la capacité pour le client pro à faire justement une prévision de trésorerie, émettre ses factures, voilà, faire ses devis. Et ça, on l'a fait avec un partenaire parce que ça nous a accéléré. Donc, et ça trouve son public. Donc je pense que là, c'est une définition de la réussite parce que c'est équilibré. Très bien. Alain, alors dans la dissertation de philo, c'est toujours compliqué parce que la troisième partie, thèse, antithèse et puis synthèse, comment est-ce qu'on... Mais vous êtes le plus expérimenté. Vous nous avez rappelé... Plus âgé, c'est sûr. Pardon. Expérimenté. Si j'ai quelques expériences, et en général, ce qui marche, et je crois que ce soit dans les fintechs ou les autres types de partenaires, c'est qu'il faut au départ se dire la vérité sur les vrais objectifs. Pour moi, un partenariat, ça veut rien dire. Est-ce que vous allez être le fournisseur privilégié ? Est-ce que la banque va rentrer à votre capital? Est-ce qu'elle va décider un jour de prendre le contrôle? Sous quel format, etc. Si vous n'avez pas ces discussions à bon niveau au début, vous pouvez être sûr qu'un jour, vous aurez un caillou dans la chaussure. Moi, je peux vous donner un exemple. En 2004, je n'étais pas encore chez BNP, mais BNP a signé un partenariat avec une maison qui était à côté à l'époque, qui s'appelle Exxon. J'en suis devenu administrateur en 2009, président en 2014, et en 2021, on a racheté les partenaires fondateurs. Donc on en a pris le contrôle. Mais c'est une discussion qu'on a eue 10 ans avant. C'est si on veut devenir le leader de l'equity en Europe, qui paye? C'est quand même un truc qu'il faut discuter. C'est quoi les règles de gouvernance? Et si un jour votre vocation c'est d'attaquer les États-Unis, vous nous passerez le contrôle et en gros à telles conditions. Et je pense que le mot partenariat a été galvaudé. C'est-à-dire qu'un fournisseur, c'est une sorte de partenaire. C'est d'abord un fournisseur. Un client, c'est un partenaire, c'est d'abord un client. Et puis après, il y a les vrais partenaires. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Est-ce qu'ils sont exclusifs, pas exclusifs, stratégiques, pas stratégiques, etc. Et je pense qu'un des problèmes, et moi, il se fait que je connais quelques fintechs que je rencontre comme ça dans les trucs de place qui me disent « On va devenir partenaire de BNP Paribas ». J'ai dit « Mais ça veut dire quoi, partenaire? Vous voulez que je vous rachète demain? Vous voulez que je prenne 20% du capital? Vous voulez que je vous vire dans 6 mois parce que j'aurai pris le contrôle? C'est quoi votre demande ?» Et en fait, les gens disent « Je veux être partenaire ». Qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense que si ce sujet-là n'est pas réglé upfront entre le fondateur ou le CEO et le bon étage de la maison Société Générale ou BNP, vous pouvez être sûr qu'un jour, ça va mal se passer. Donc je pense que la transparence de ce que ça veut dire et des conditions du partenariat, c'est l'étape 1. Après, ça marche très bien. Et puis dans les grandes maisons, de l'autre côté, il y a des modèles que vous ne pouvez pas directement donner aux gens, je dirais, quasi conflictés. Je prends un petit exemple BNP Paribas. Il y a 4 ans, on a racheté Nickel,
qui est un truc, moi, j'ai trouvé génial parce que il se fait que je suis fumeur. Donc, je trouve que c'est pratique de pouvoir avoir un compte dans un bureau de tabac. Oui. Et les bureaux de tabac, ils en avaient ras-le-bol de vendre que des cigarettes parce que les taxes n'arrêtent pas d'augmenter. Donc, faire de la banque quand vous avez des coûts fixes, c'est pas idiot. Mais ça a été rattaché directement au directeur général délégué. Parce que si on avait mis ça au début, c'est la patronne du réseau France, vous avez mis dans les agences en face du bureau de tabac, ça aurait castagné. Et puis surtout, on n'aurait pas fait le Portugal, l'Espagne, la Belgique, etc. Donc il y a aussi, si le partenariat est stratégique, où est-ce que vous l'accrochez? Parce que si vous ne l'accrochez pas au bon endroit, un jour il mourra. Très bien. C'est pas de la philo. Non, non, mais transparence, honnêteté, dialogue, la base saine d'un couple, une leçon qu'on apprend parfois amèrement. Conclusion. Pour conclure, un peu pour ouvrir, chacun d'entre vous, si en une phrase, si vous deviez faire un appel à projet, un appel à l'aide, un appel à idées aux différentes startups qui sont là pour dire, moi, j'ai un problème, ou en tout cas sur le marché, je vois un problème, et si vous avez une solution, vous avez un business, qu'est-ce que ce serait? Je fais le premier? Ouais. Parce que je vais pas faire toutes les conclusions. Never regret, never give up. Ah oui, mais là, on a changé la règle. C'est très bien, ça aussi. Alors moi, je dis, if there is a will, there is a way. Voilà. Moi, je suis obligé de dire, si vous avez une solution dans le Gen AI qui permet de customiser le parcours client lors d'un achat, vous avez aussi un bon business case, à mon avis. Voilà. Je rajouterais juste un truc pour les startups de tech. Tout le monde se passionne par les clients, les développements clients et tout, c'est normal. Le plus gros problème des banques, c'est le reporting réglementaire, la compliance, etc. Donc tous ceux qui ont des idées de génie efficaces, pas chères, venez taper à la porte, parce que ça, c'est quand même un truc qui nous pourrit la vie tous les jours. C'est moins vendeur quand même. Hein. C'est plus niche. Sur le sujet CSRD, CFDR, tout, et que voici. Et ben voilà. Et ben on est. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé, d'avoir Merci. Merci interagi. Merci.